Bonjour les amis, bienvenue dans ma sphère. Aujourd'hui nous allons parler d'hypersensibilité cognitive et plus particulièrement de torture mentale. Cette torture mentale qui est vraiment spécifique au cerveau de l'hypersensible. Il s'agit en fait du fonctionnement, d'un fonctionnement particulier propre au cerveau des hypersensibles. Donc c'est un fonctionnement automatique et donc il n'est pas toujours évident de gérer. Malgré tout, bon, je vais d'abord vous expliquer de quoi il s'agit en fait, de quelle façon va se manifester cette torture mentale. Et je vous expliquerai en fin de vidéo quelles sont les méthodes que moi j'utilise pour essayer de ramener le mental au calme en fait, hein. Voilà, vous verrez que c'est pas complètement impossible. Maintenant, ça dépend des situations, ça dépend des moments, ça dépend des cas. Voilà, on y reviendra en fin de vidéo. Donc j'ai classé en fait cette torture mentale en trois, pas catégories, disons plutôt trois phases distinctes. La première phase, c'est ce que j'appelle en fait la torture mentale par anticipation. C'est celle qui va se produire avant un événement, avant un rendez-vous, avant un échange avec une personne. Et en fait, c'est l'anticipation du coup de notre mental sur cet événement. Et donc, on va déjà se projeter dans la situation à venir et le mental va déjà se faire un film en fait de cet événement, de cette rencontre qui va se passer. Alors, c'est quelque chose qui va survenir particulièrement quand il y a un risque que cette situation ou cet échange soit un peu difficile, un peu compliqué. Par exemple, si on veut rencontrer un proche et qu'on a quelque chose d'un peu délicat à lui dire, que ce soit peut-être une remarque sur un de ses comportements à notre égard, quelque chose qui nous a blessés, que ce soit peut-être une confidence, quelque chose un peu particulier à notre sujet et qu'on ne sait pas trop comment il va réagir. Ça peut être aussi une demande, par exemple lui demander un service, voilà, ou quelque chose comme ça, et que on a peur peut-être de l'embêter, on ne veut pas le déranger, etc. Donc la torture mentale, en fait, va nous amener à avoir des pensées autour de cet échange ou de la situation à venir. Et en fait, on va se projeter dans l'avenir, on va se projeter dans la future situation et envisager en fait le déroulement des choses, le déroulement de la discussion. Et donc, je vous parlais par exemple des sujets délicats qu'on n'ose pas trop ou qu'on ne sait pas comment aborder avec une personne. Du coup, là, ça va tourner en boucle dans notre tête, tout ce qu'on a envie de lui dire, en fait, tout ce qu'on a sur le cœur. La scène va se jouer, alors, soit tout le temps de la même manière, soit on va envisager les différentes façons de faire. Et c'est vraiment quelque chose qui est complètement incontrôlé et incontrôlable, ou peu contrôlable en tout cas. C'est vraiment un automatisme cognitif. Et voilà, donc ça peut durer en fait, ça peut être juste peut-être 1 heure avant le rendez-vous, pardon, ou ça peut commencer la veille, voire quelques jours avant. Et tout dépend aussi de la relation qu'on a avec la personne, de la délicatesse du sujet que l'on souhaite aborder, etc. Donc, alors même si effectivement cette torture mentale par anticipation, elle a tendance à surgir plutôt quand il s'agit de situations délicates, voire difficiles, ça peut aussi survenir face à des situations qui sont positives, comme par exemple si vous êtes en train de monter un projet. Particulièrement si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ou voilà un changement dans votre vie, etc.
ça peut occuper en fait toute la place dans votre esprit, de sorte que vous n'arriviez même pas à vous concentrer sur autre chose. Moi, je me souviens par exemple il y a plusieurs mois de ça, en fait, j'ai commencé à cogiter sur la mise en place d'un coin fumeur dans mon ancienne chambre, puisque ma chambre actuelle, c'est mon ancienne salle de soins. Et en fait, je devais recevoir un ami à dormir à la maison. Et alors, bon, c'est un ami qui fume comme moi. Donc, c'est vrai que quand j'ai des fumeurs qui viennent à la maison, du coup, bah, je fume dans le salon aussi. Par contre, si ce sont des amis non fumeurs, ben, je ne fume pas dans le salon. Alors, si les gens ne viennent que pour quelques heures, je peux m'abstenir de fumer. S'ils viennent sur plusieurs jours, ben, j'allais fumer dehors. Alors, quand le temps est au beau fixe, qu'il ne fait pas froid, ça va. Quand c'est pas le cas, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas souvent des gens à dormir à la maison. Et là, en fait, dans ce cas précis, j'ai commencé à cogiter sur le fait que ben, cette personne, si elle dormait dans le salon, on allait fumer avant et bah, c'était en plein hiver, donc même si on aère, on pouvait peut-être pas aérer suffisamment avant. Enfin, ça a tourné dans ma tête, mais pendant des heures avant que je puisse m'endormir. Et ça a duré plusieurs jours en fait. Et donc voilà, c'est un petit exemple. Voilà, le cerveau en fait décortique vraiment tout. J'essayais alors de penser au problème. Donc le problème c'était ne pas faire dormir mon ami dans une pièce enfumée. Et après, bah, il y a tout le décortiquage de comment je vais aménager la future pièce, etc. Comment il faut que j'agence les choses, parce qu'il fallait que je déplace une armoire, que je la sorte d'une pièce, etc. Et puis, ben, le fait que j'ai une main valide, ça nécessite aussi de devoir solliciter des gens pour m'aider à déménager les meubles, etc. Donc voilà, en fait, comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, le cerveau de l'hypersensible a une pensée en arborescence. Et du coup, en fait, une pensée va en amener plusieurs autres, des dizaines, des centaines d'autres. Et donc, c'est un cercle vraiment infernal. Voilà, donc ça c'est pour la torture mentale par anticipation. Maintenant, la torture mentale au sein d'une situation, comment elle va se manifester? Eh bien, en fait, on va... Alors là encore, c'est quelque chose de complètement inconscient et involontaire. Alors inconscient, pas forcément, mais en tout cas involontaire. C'est vraiment automatique. Le cerveau de l'hypersensible cognitif va être en permanence dans l'analyse de tout ce qui se passe autour de lui, en face de lui, et en lui d'ailleurs. Et donc, pour reprendre l'exemple d'un échange avec une personne, le cerveau, le mental, en fait, va opérer une analyse de tout ce que la personne va dire, donc des mots qu'elle va employer, mais aussi de l'intonation qu'elle va utiliser, de ses regards, de ses mimiques, de ses gestes, de ses postures, etc., etc., etc. Et donc en fait, l'objectif de cette analyse minutieuse, c'est en fait de déceler les fausses notes, les incohérences entre le langage verbal, paraverbal et non verbal. Et de voir en fait si effectivement cette personne, elle est véritablement sincère avec nous, si elle est authentique, si elle est réellement bienveillante, de déceler éventuellement si elle prête attention à ce qu'on lui dit, si elle porte un intérêt à ce qu'on lui dit, si elle croit ce qu'on lui dit, etc., etc. Et comme je vous disais, encore une fois, tout ça c'est vraiment complètement involontaire. Et si on ne travaille pas sur soi, on ne se rend même pas compte en fait, ou pas forcément compte que cette analyse est en train de s'opérer à l'intérieur de nous. Si au contraire on a conscience de cette analyse, mais que l'on manque de confiance en soi, eh bien on risque aussi de remettre en doute notre propre jugement par rapport à tout ce qu'on aura pu détecter
du langage verbal, ou paraverbal, non verbal de la personne. Et donc, ça va en fait avoir un effet ça va avoir pour effet de faire croître la torture mentale, parce que du coup, on est sans arrêt en même temps en train d'analyser la personne et en même temps en train d'analyser notre analyse de la personne et si notre jugement est juste ou pas, si notre ressenti est juste. Enfin, c'est aussi un cercle vicieux en fait, hein. Alors, au-delà des échanges, on peut aussi rencontrer cette torture mentale lorsqu'on doit faire face à une épreuve, évidemment. Et donc là encore, bah, on va être en train de décortiquer tout ce qui se joue dans cette épreuve. On va se, on va, En fait, ça va prendre la tournure de questions presque existentielles, de pourquoi est-ce que cette épreuve survient maintenant, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça, etc. Alors, je dirais que c'est surtout si on a entrepris un travail personnel, un travail sur soi. Si ce n'est pas le cas, ou si on est par exemple dans une phase dépressive ou voilà, dans un grand mal-être à ce moment-là, là on va pas se demander pourquoi est-ce que cette épreuve arrive, on va se demander pourquoi ça m'arrive à moi, mais je n'ai jamais de chance, etc. Donc là ça va être que des pensées négatives, comme ça peut arriver à n'importe qui, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que du coup, chez l'hypersensible, ça prend beaucoup plus d'ampleur, ça va durer beaucoup plus longtemps, ça génère d'autant plus d'émotions qui sont vraiment difficiles à gérer en fait. Ensuite, la troisième phase de torture mentale, c'est certainement la pire en fait, hein, la plus perturbante, celle qui peut être vécue le plus douloureusement. C'est ce que j'appelle la torture mentale par rumination. Donc là, du coup, c'est la torture mentale que l'on va rencontrer après une situation, après un échange. Et donc là, en fait, vont se rejouer tous les échanges, toutes les discussions, toutes les mimiques, tout ce qui se sera passé au cours d'une situation, voilà, donnée, une situation passée. Donc en fait, toute l'analyse, tout ce que notre mental a minutieusement enregistré au cours de l'échange, et bien là, en fait, il va nous le rejouer et il va le décortiquer. Donc la scène va se rejouer et il y aura comme des arrêts sur image, en fait, des moments qui nous ont frappés. Donc on va revoir en fait tous ces petits détails qui nous ont un peu fait tiquer. Voilà, par exemple, je sais pas, la personne va nous dire quelque chose dans cette phrase, elle va employer un terme qui sera complètement différent du terme que nous, on aura choisi. Et donc, du coup, bah, le mental va se dire, mais pourquoi est-ce qu'il a employé ce mot? Est-ce qu'il y a un sous-entendu derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal compris? Etc., etc. Donc, tout va être décodé et en même temps mis en parallèle avec bah, du coup le langage corporel, l'intonation, etc. Voir s'il y a des incohérences, s'il y a quelque chose qui était peut-être faux, quelque chose qui était peut-être détourné, de l'ordre de la manipulation ou de l'ordre de l'ironie, du sarcasme, etc. et qu'on n'aurait peut-être pas perçu aussitôt. Et donc, on va revoir comme ça tous les points qui nous ont fait tiquer sur le moment. Et en fait, plus le mental va décortiquer tous ces petits détails, plus il y a d'autres détails qui vont ressurgir, des choses qui, sur le moment, ne nous ont pas particulièrement frappés. Mais là, du coup, au moment de cette analyse, on va les voir sous un autre jour, on va les comprendre différemment. Ça va amener d'autres questions, d'autres réflexions, d'autres doutes et ainsi de suite. Et ça peut durer comme ça des heures, des jours, voire parfois des semaines.
Là, c'est vraiment de la torture mentale pure et dure, si je puis dire. Euh, alors, oui, donc je parlais de l'attitude et des réactions de l'autre personne qui seront étudiées, seront analysées, mais le mental ne va pas se contenter de revenir sur l'attitude de l'autre personne, il va aussi revenir sur notre propre attitude, voir comment nous, on a réagi face aux réactions de l'autre, comment les mots que nous avons employés, les choses qu'on n'a pas osé dire, et réfléchir à est-ce que j'aurais pu dire ça peut-être de telle autre façon, etc., etc. Il va aussi nous amener à revoir toutes les émotions qu'on a pu ressentir au cours de cet échange et analyser aussi de quelle façon ces émotions elles ont impacté en fait notre comportement. Par exemple, si on s'est senti blessé un moment par les propos de l'autre personne, peut-être que du coup ça nous aura comme bloqué quelque part et que du coup on n'aura pas osé riposter, on n'aura pas osé s'exprimer librement, etc. Et là du coup peuvent surgir de nouvelles émotions qui vont se greffer aux autres, des émotions qui justement surgissent en fait par rapport aux observations en fait qu'on a fait de nos attitudes, de nos réactions. Et donc, voilà, par exemple, si on remarque qu'on n'a pas réagi de la bonne façon, entre guillemets, face à notre interlocuteur, eh bien, on peut être confronté à des sentiments de honte, de culpabilité, pourquoi pas un certain sentiment d'échec aussi. On peut commencer à s'auto-dévaloriser. C'est en fait, on est dans un cercle vicieux, émotion et pensée. Alors là encore, c'est quelque chose que n'importe qui peut vivre, surtout pendant ou suite à une situation un peu difficile. Mais voilà, chez l'hypersensible, ça va prendre des proportions vraiment terribles. Et en fait, ce cercle vicieux, c'est hyper difficile d'en sortir parce que plus le mental va décortiquer, va nous faire voir tout ce qui n'était pas juste dans l'échange, et plus ça va générer des émotions. Et plus ces nouvelles émotions vont générer d'autres pensées, voilà, tout qui va faire croître en fait, qui vont faire croître cette torture mentale, etc. Et en fait, voilà, ça n'en finit jamais. Et comme je vous disais, ça peut réellement durer sur plusieurs jours, voire parfois plusieurs semaines dans les cas les plus extrêmes. En fait, l'intensité, la puissance de la torture mentale et sa durée, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà de la relation que nous entretenons avec la personne. S'il n'y a pas d'affect avec cette personne, je pense que ça durera, enfin pour la majorité des cas en tout cas, ça durera moins longtemps que s'il s'agit d'un proche. Un proche avec lequel on n'a pas envie de se fâcher, un proche qu'on n'a pas envie de blesser, etc. Mais ça peut aussi survenir, par exemple, dans le cadre professionnel. Par exemple, quand on est face à notre patron, on n'a pas envie on a envie de bien paraître devant le patron, on a envie d'avoir l'attitude juste, et si du coup on n'a pas réussi à réagir comme on l'aurait dû, en tout cas selon nos propres critères, on va dire, du coup ça peut aussi durer pendant un moment. Voilà, surtout qu'on sait qu'on va revoir le patron peut-être même tous les jours, suivant le boulot dans lequel suivant notre boulot. Et donc, du coup, pardon, du coup, effectivement, ça peut durer un moment. Ça peut aussi durer longtemps lorsque l'interlocuteur était, par exemple, notre thérapeute. Si on est allé le voir, qu'on était déjà
dans un certain mal-être et que du coup on attendait du soutien, de la bienveillance, de l'écoute, etc. et qu'on n'a pas reçu ça en retour, du coup ça peut nous mettre encore plus mal. Du coup c'est parce que là, ça va à l'encontre de ce à quoi on s'attend de la part d'un thérapeute en fait. Et c'est vrai que voilà, en fonction de l'interlocuteur, la puissance de la torture mentale et forcément des émotions ne sera pas la même et la durée non plus. Aussi, les difficultés que nous aurons rencontrées pour nous exprimer vont aussi influer considérablement sur la puissance et la durée de la torture mentale. Par exemple, si on a des difficultés à s'affirmer, à se positionner, si on manque d'assertivité, du coup, forcément, la torture mentale derrière, elle va être énorme parce que là, on va ruminer, on va culpabiliser, on va se dire mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'exprimer, etc., etc. Donc ça peut être voilà les difficultés à s'exprimer par rapport à nos propres schémas comportementaux, à notre propre personnalité, mais ça peut être aussi par rapport à la réaction de l'autre. Si par exemple l'autre ne nous a pas laissé la place pour nous exprimer, si c'est quelqu'un qui nous interrompt tout le temps par exemple, et que du coup on se sent déstabilisé et qu'on ne trouve pas le moyen de contrecarrer en fait ces attitudes, du coup là aussi ça peut prendre plus d'ampleur, que ce soit en termes d'intensité ou de durée. Évidemment, l'intensité des émotions que nous aurons ressenties au cours de l'échange aura aussi une influence pareille considérable sur l'intensité de la torture mentale et sa durée. De même que si ces émotions ont réactivé de vieilles blessures, c'est-à-dire si dans l'échange il y a eu quelque chose qui a fait écho avec notre passé, particulièrement notre petite enfance. Du coup, ça va réactiver des souvenirs très douloureux, des choses qui peut-être n'ont pas été guéries en fait. Et donc du coup, ben là, c'est là où effectivement le risque est d'autant plus important que ça dure plusieurs semaines en fait, parce que là, on est renvoyé à des choses qui sont profondément ancrées en nous. Donc là, ça peut durer vraiment très très longtemps. Et parfois, ça nécessite de se faire accompagner par un professionnel pour arriver à surmonter ça. Après, évidemment, notre état général, en fait, hein, si on est dans une période où on se sent plutôt bien moralement, énergétiquement, etc., du coup, on va moins se laisser entraîner dans cette torture mentale. Elle peut venir, mais elle va se dissiper beaucoup plus rapidement que si on est par exemple dans une phase dépressive, voilà, ou simplement dans un mal-être comme ça intérieur, ou si on est fatigué aussi, du coup on aura plus de mal à faire face et ça risque aussi de durer plus longtemps. Je voulais juste ajouter une petite chose que j'ai oubliée. J'ai beaucoup parlé en fait des échanges oraux. Et en fait, je voulais dire que l'impact des échanges écrits est aussi important en fait pour l'hypersensible. Et donc là, si on n'a pas l'intonation et le langage corporel, on va être très attentif à la ponctuation, par exemple. On va se demander pourquoi cette personne a choisi d'utiliser les points de suspension à cet endroit ou un point d'exclamation, etc., etc. Alors que faire pour retrouver le calme mental, pour sortir de cette torture mentale? Alors, je ne vous cache pas que c'est quelque chose de vraiment très difficile
parce que comme je vous l'expliquais au début, il s'agit vraiment d'un fonctionnement automatique en fait de notre cerveau d'hypersensible. Et donc, c'est pas toujours évident de sortir de ce schéma. Maintenant, pas évident et pas facile, ça ne veut pas dire impossible. Sachant que ça va dépendre en fait des moments, ça va dépendre de tout un tas de facteurs en fait, donc de tous les facteurs en fait que j'ai énumérés précédemment, de la relation que nous avons avec l'autre, de notre état intérieur, etc. Et ça va dépendre aussi de facteurs qui ne sont pas toujours identifiés et identifiables. Parfois, moi je sais que ça m'arrive de, voilà, avec une même technique, parfois j'arrive à calmer la torture mentale et à d'autres moments je n'y arrive pas et je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Alors maintenant, est-ce que c'est simplement lié à ce fonctionnement de mon cerveau particulier? Mais pourquoi est-ce que, voilà, par moment, j'arrive à le court-circuiter, on va dire, et pourquoi pas à d'autres moments? Je ne saurais pas l'expliquer. En tout cas, je vais quand même partager avec vous quelques petites techniques que j'utilise ou d'autres voilà, que je vais aborder, que je n'utilise pas forcément moi, mais que je sais efficaces pour d'autres personnes. Après, n'oublions pas que nous sommes tous différents. Donc ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour vous. C'est aussi pour ça que je voulais partager aussi des techniques que je n'utilise pas forcément moi personnellement. Après, il faut aussi savoir qu'une technique peut fonctionner sur vous à un certain moment donné et à un autre moment pas du tout. Voilà, comme je vous disais, on ne sait pas toujours pourquoi et faut passer à une autre technique en fait, faut pas s'acharner. Voilà. Donc les techniques qui peuvent vous aider à, euh, à trouver le calme mental, en fait, déjà, c'est d'essayer d'occuper votre mental avec des choses qui vous font surtout du bien, en fait. Alors, je dirais occuper le mental de façon active. Par exemple, ça peut être déjà tout ce qui est artistique. Alors, pas forcément dans les arts à proprement parler, si vous ne vous sentez pas l'âme d'un artiste, mais en tout cas dans la créativité. La créativité, elle ne s'exprime pas forcément à travers les arts. Ça peut être à travers le jardinage, le bricolage, la cuisine, etc. Chacun va trouver en fait ce qui lui convient. Et quand je parle d'occuper le mental de façon active, c'est-à-dire d'être en fait concentré sur ce que vous faites. Et si vous faites quelque chose qui vous fait du bien, ce sera d'autant plus facile de vous concentrer dessus. Et en plus, ça va nourrir votre âme, ça va nourrir aussi votre corps émotionnel. Donc ça aura vraiment de multiples impacts. Et alors, voilà, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Peut-être que là, pour vous, ce sera différent. Par exemple, la lecture, pour moi, je considère que ce n'est pas une nourriture active pour le mental. Et personnellement, quand je suis dans cet état de torture mentale, j'ai beaucoup de difficultés à me concentrer sur la lecture. Je vais réussir à lire une phrase ou deux, ou une ligne ou deux, et après, le mental revient à la charge. Et alors, mes yeux continuent de lire, mais en fait, je n'intègre rien, donc à un moment, je suis obligée de revenir, etc. Donc, au bout d'un moment, je laisse tomber en fait la lecture. Maintenant, voilà, tous les hypersensibles sont différents. Peut-être que pour vous, la lecture peut fonctionner. Peut-être qu'elle peut suffire à calmer votre mental. Et si tel est le cas, eh bien, tant mieux. Voilà, ensuite, alors, évidemment, la méditation,
je ne pouvais pas ne pas en parler. Maintenant, j'aimerais quand même préciser une chose, c'est que toutes les méditations ne sont pas adaptées au cerveau de l'hypersensible. Quand vous êtes dans cette torture mentale, si vous avez envie de méditer, je ne peux que vous conseiller de faire votre pratique sans viser le calme mental. Alors, ça vous paraît peut-être paradoxal, mais pour un hypersensible, en fait, quand il fait une pratique en se disant je vais me calmer, etc., alors que le cerveau turbine ou alors que les émotions sont très à vif, en fait, chez l'hypersensible, ça fait l'effet complètement opposé. Et donc, ça va empirer la torture mentale et empirer le mal-être émotionnel. Donc, en fait, l'idée, c'est de ne même pas penser à cette torture mentale, pas penser au calme mental, mais simplement sur ce que vous faites. C'est être, en fait, dans l'instant présent. Ce qui veut dire, par exemple, vous focaliser sur votre respiration. Ça peut être aussi simplement être présent à votre corps, ressentir de l'intérieur soit l'ensemble de votre corps, soit une partie de votre corps précisément. Alors, là encore, je tiens à faire une petite précision. C'est que quand on fait des recherches sur cette technique, quand on les découvre, on entend et on lit très souvent que dès qu'on est dans les ressentis corporels, les sensations physiques, eh bien, on n'est plus dans le mental. Eh bien, chez l'hypersensible, ce n'est pas toujours vrai. Et là encore, moi, il y a certaines fois où, en me focalisant sur les sensations physiques, effectivement, mon mental se calme. Et il y a d'autres moments où j'ai beau être dans le corps, le mental continue à turbiner à toute vitesse. Et donc là, je peux vous donner un petit conseil qui, chez moi, marche très bien en fait. Je combine en fait le ressenti des sensations avec la visualisation. Et là, du coup, vous allez vraiment donner à manger à votre mental qui, du coup, n'aura plus assez de disposition, en tout cas, pour vous rabâcher la situation qui a généré cette torture mentale. Alors, il peut y avoir plusieurs façons de faire. Par exemple, moi, je sais que quand je travaille sur mes chakras, il y a plusieurs techniques que j'utilise, mais parfois je fais des respirations par les chakras. Alors, comme les chakras ne parleront peut-être pas à tout le monde, je vais peut-être donner un autre exemple d'imaginer par exemple que vous respirez par le centre de votre poitrine. Donc le cœur, c'est là où il y a le chakra cœur. Voilà, mais bon, le centre de la poitrine, ça parlera plus à tout le monde. Et donc, imaginez peut-être une couleur qui va rentrer au centre de votre poitrine quand vous inspirez et qui va ressortir. Alors, la même couleur ou une autre couleur, laissez-vous guider. Si vous êtes sensibilisé, familiarisé avec les chakras, vous savez que c'est la couleur verte qui travaille avec ce centre énergétique. Ça peut être le rose. Mais si une autre couleur vient spontanément à votre esprit, ne vous mettez pas de barrière parce que l'objectif, là, c'est surtout de calmer le mental. Même si vous devez oublier cet objectif, je le rappelle. Une autre technique que j'aime beaucoup utiliser, pas forcément pour calmer le mental, parfois je l'utilise pour me redonner de l'énergie ou juste pour, voilà, comme ça, parce que j'en ressens le besoin ou l'envie, c'est la récitation de mantras, voire le chant de mantras. En plus, si vous y ajoutez le côté chant, du coup, vous êtes en même temps dans la créativité, enfin dans l'artistique, dans l'expression. Vous
vous extériorisez quelque chose par la voix, en fait, tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. Donc ça va jouer sur votre mental et sur vos émotions. D'ailleurs, toutes les techniques que j'ai énumérées là vont à la fois jouer sur le mental et les émotions. Et de toute façon, si vous essayez de calmer le mental, ça va aussi influer sur les émotions. Et si vous essayez de calmer les émotions, ça va aussi calmer le mental. Après, parfois, il faut combiner les méthodes, effectivement, pour avoir des résultats vraiment complets. Ensuite, une dernière pratique que je peux vous recommander pour calmer ce mental, oui, c'est de revisualiser la scène qui a généré cette torture mentale, mais de façon positive. Alors vous allez me dire, mais c'est un peu ce que la torture mentale fait. Elle revisualise et elle imagine comment j'aurais pu faire. Mais c'est pas pareil. Quand vous êtes dans la torture mentale, donc effectivement, le mental va tout décoder. Il va effectivement imaginer ce que vous auriez pu dire, mais en même temps, il n'est pas dans l'imagination de voilà, je reprogramme une nouvelle réalité. Il est plutôt dans la culpabilisation, dans mince, j'ai pas fait ça comme ça, j'aurais dû faire ça, etc., etc. Donc c'est pas la même chose. Là, dans la pratique que je vous propose, c'est vraiment de revisualiser la scène déjà sans faire d'arrêt sur image comme la torture mentale le fait, mais de visualiser le bon déroulement de la scène, de vous visualiser de façon calme, à réagir positivement, à réagir calmement et en utilisant en fait les termes que vous auriez voulu utiliser en vrai. Et pourquoi pas éventuellement noter justement les réflexions que votre torture mentale aura fait surgir par rapport aux réactions que vous auriez dû avoir, les mots que vous auriez dû employer, etc. Et ensuite, intégrer ces nouvelles données dans votre visualisation. Pour information, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel ou l'imaginaire. Donc si vous arrivez à faire une visualisation vraiment correcte, donc ça demande la pratique, hein, évidemment, si vous n'êtes pas habitué, peut-être qu'il faudra le faire plusieurs fois, mais du coup, vous allez transformer la réalité de ce qui s'est passé en quelque chose de positif, et du coup, ça fera taire votre mental, parce que du coup, vous aurez transformé ça en quelque chose de positif. Ensuite, je voudrais terminer un peu sur le fait que parfois les émotions prennent plus d'ampleur que la torture mentale. Les émotions à ce moment-là sont parfois vraiment douloureuses en fait, hein, comme je vous disais, surtout si par exemple vous étiez en discussion avec quelqu'un de proche, si cette personne a eu par exemple une attitude à votre égard, une attitude que vous n'auriez jamais imaginée, une attitude peut-être qui vous a blessé, peut-être que cette personne, elle aura perdu une certaine valeur à vos yeux ou qu'elle aura baissé dans votre estime. Donc en fait, pour l'hypersensible, c'est quelque chose qui peut être vécu comme un véritable choc. Et du coup, là, ça génère des émotions de très très grande intensité. Et donc là, je dirais que avant de songer à faire taire la torture mentale, je vous conseillerais plutôt de vous occuper d'abord de la sphère émotionnelle. Et encore une fois, si vous agissez sur le plan émotionnel, vous aurez déjà des premières répercussions sur le plan mental. Alors de quelle façon agir sur cette sphère émotionnelle? Eh bien, déjà tout d'abord, soyez dans l'accueil de vos émotions
et non pas dans le rejet. C'est vrai que quand une émotion est douloureuse, on a tendance à vouloir la fuir. Et donc, oui, ça peut être bien de vouloir faire quelque chose de créatif, quelque chose qui nous fait du bien, etc., pour nous sentir mieux. Mais c'est important aussi d'accueillir nos parts d'ombre, d'accueillir ce qui se présente à nous. Et donc accueillir les émotions, c'est vraiment leur permettre d'être là. Et c'est une forme de méditation en fait, hein. C'est vous mettre en contact avec les sensations que vont générer ces émotions. Et plus vous allez être focalisé sur ces sensations, et moins la torture mentale que vont générer ces émotions auront de place en fait. Enfin, aura de place. Je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Prenez vraiment le temps de rentrer en contact avec ces émotions et toutes les sensations qu'elles vont générer. Euh, c'est vrai que parfois, pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'être en contact avec le corps, c'est pas toujours évident. C'est un exercice qui s'apprend et ça demande de l'entraînement, de la patience. Mais c'est quelque chose qui est vraiment important et beaucoup plus libérateur qu'on ne l'imagine en fait. Maintenant, si vous n'êtes pas habitué de ce genre de pratique, il faut que je vous prévienne qu'au début, quand vous allez entrer en contact avec vos émotions, comme vous êtes pleinement présent à ce qui se passe, au début, elles vont vous donner l'impression de prendre beaucoup plus d'ampleur. Mais si vous leur laissez toute la place dont elles ont besoin, vous allez voir que petit à petit, ça va se calmer. Et quand le calme sera là, eh bien là, peut-être chercher un moyen d'extérioriser quand même ces émotions. Alors, ça peut être crier un bon coup. Si vous ne voulez pas effrayer vos voisins ou votre chat, parce que ça m'est déjà arrivé, vous pouvez crier dans un coussin, pourquoi pas. Vous pouvez taper sur un coussin. Si vous avez un sac de frappe, c'est encore mieux. Vous pouvez aller courir, vous pouvez danser, chanter, sauter. Voilà, n'importe quel sport vous permettra d'évacuer. Tout ce qui est créatif, là encore, peut vous aider aussi à libérer vos émotions. Donc, si vous ressentez le besoin de peindre, de dessiner, et même si vous vous dites que vous ne savez pas peindre ou que vous ne savez pas dessiner, laissez faire votre côté intuitif. Même si au final, ça ne donne pas forcément quelque chose de joli, dites-vous bien que c'est votre enfant intérieur qui va s'exprimer à ce moment-là. Et donc, ça peut être vraiment très, très libérateur. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc si effectivement ces techniques pour libérer les émotions, elles ont un peu apaisé votre mental, mais que ça tourne encore en boucle, revenez aux techniques que j'ai citées précédemment, de méditer, de faire quelque chose qui vous fait du bien, etc. Après, voilà, c'est pas une liste exhaustive, bien entendu. Il y a des choses sûrement auxquelles je n'ai pas pensé. Il y a des choses qui peut-être vous appelleront davantage. Expérimentez en fait. Voyez ce qui vous appelle, voyez ce qui vous fait vibrer. Et si vous ne savez vraiment pas quoi choisir, faites confiance à votre intuition. Prenez au hasard, si ça va pas, passez à une autre, etc. Il n'y a pas de bonne façon. Il y a seulement la façon qui sera la bonne pour vous, en fait. Comme je disais, on est tous différents, donc on réagit différemment. On se nourrit différemment, que ce soit sur le plan mental ou émotionnel. Donc voilà. Bien, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura éclairé sur ce qu'est la torture mentale et que peut-être elle vous aura aidé à y faire face, à mieux la comprendre et à mieux l'appréhender et à mieux la surmonter du coup. Si vous avez envie de partager votre expérience à ce sujet, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo.
Et puis, bah, comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce pour améliorer son référencement sur YouTube et ainsi m'aider à faire connaître ma chaîne. Vous pouvez toujours vous abonner si le cœur vous en dit, éventuellement activer la petite cloche pour être informé des dernières mises à jour. Voilà, je vous remercie encore de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle fin de dimanche, une belle continuation et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.